Je travaille dans un grand quartier défavorisé, avec beaucoup de maisons abandonnées. Une nuit, nous recevons un appel. 2 femmes venaient de rentrer chez elles lorsqu'elles ont entendu des bruits étranges provenant de la maison voisine. En s'approchant, elles affirment avoir entendu 2 enfants, un garçon et une fille, pleurer et crier depuis le sous-sol. La maison est inhabitée, elles le savent, mais elles affirment avoir parlé aux enfants qui hurlaient qu'ils avaient peur, que tout était noir, qu'ils ne pouvaient pas sortir. Je suis envoyé sur place, accompagné d'une autre voiture en renfort. En entendant les détails troublants transmis par le dispatcher, je décide d'annuler le renfort. Je pense que c'est une fausse alerte, une perte de temps, mais en arrivant, les 2 femmes sont dans tous leurs états. Elles sont hystériques, tellement paniquées que j'ai cru un instant qu'un de leurs propres enfants avait été enlevé. Je tente de les calmer, mais elles continuent de s'angoisser mutuellement, alors je les sépare. Finalement, je dois appeler mon renfort, ce qui m'agace encore plus parce que je reste convaincu que c'est une intervention inutile. Je les interroge séparément et leurs récits coïncident parfaitement. Elles insistent sur le fait qu'elles ont parlé aux enfants et me montrent la fenêtre du sous-sol par laquelle elles ont communiqué. C'est une simple fenêtre rectangulaire. Elles me répètent la conversation qu'elles ont eue avec les enfants, affirmant que ça a duré environ 5 minutes. Je colle mon oreille contre la fenêtre, rien. Je fais le tour de la maison, aucune fenêtre ouverte, aucune porte forcée. Personne n'a pu entrer sans laisser de traces. Je reviens vers la fenêtre et remarque quelque chose d'inhabituel. La vitre est recouverte de condensation. C'est normal en été si une maison a la clim, mais ici il n'y avait pas de clim. Aucune autre fenêtre n'avait de condensation, juste celle-là. J'ai eu la mauvaise idée de dire à voix haute que cette condensation était étrange, et les femmes hurlent de nouveau, complètement terrifiées. Des « Oh mon Dieu » et « Aidez-moi Jésus » fusent. Je n'ai toujours entendu aucun bruit venant de l'intérieur, et je ne peux pas entrer sans justification légale. Est-ce que les pleurs entendus par les femmes suffisent comme circonstance urgente? Je fais venir mon superviseur, ce qui m'agace encore plus. Il arrive, j'explique la situation, et il autorise l'entrée forcée. J'adore défoncer des portes, mais celle-ci est résistante. Il me faut 4 gros coups de pied pour la casser. La maison a plus de 100 ans, et sans le vieux bois, les escaliers sont très raides, pas d'électricité. Franchement, je suis un peu mal à l'aise, mais je ne crois absolument pas au paranormal. J'explore entièrement la maison, rien. Elle est propre, en rénovation, du matériel posé au sol. Personne n'y habite. Je ressors et informe que la maison est vide. Je suis dans la rue, discutant avec mon superviseur, puis je jette un œil à la maison et dans la fenêtre du 2e étage, je vois quelque chose bouger, une silhouette sombre humaine dans l'ombre. Je n'ai aucune idée de ce que c'était. Personne ne pouvait être entré, car nous étions devant l'entrée ouverte. Je cours à l'intérieur, certain qu'il y a un squatteur. J'inspecte chaque recoin. Rien, absolument rien. Aucune explication, aucune preuve. Seulement un sentiment étrange. Une nuit inexplicable et une fenêtre embrumée qui a terrifié ces 2 femmes. Mon père m'a raconté cette histoire quand j'avais 12 ans. Aujourd'hui encore, lorsque je lui demande de me la répéter, il se souvient de chaque détail, comme si ça s'était passé la semaine dernière. Mon père a été dans la police pendant 20 ans, et à ses débuts, il devait effectuer des contrôles routiers nocturnes pour repérer les conducteurs en état d'ivresse. Ces opérations étaient courantes, et cette nuit-là semblait commencer de manière habituelle. Mais tout a changé lorsqu'une Toyota Corolla s'est approchée d'eux avec ce qui ressemblait à une couverture blanche sur son toit, flottant dans le vent. Ils ont trouvé cela étrange, mais sans y voir un réel problème. L'un d'eux a même plaisanté en disant que ce conducteur devait être en train de faire sécher son linge tout en rentrant chez lui. Les rires se sont arrêtés net lorsque la voiture s'est rapprochée et qu'ils ont tous vu une femme en blanc couchée face contre le toit du véhicule. La silhouette semblait glisser lentement en arrière, comme une limace, jusqu'à disparaître derrière la voiture au moment où celle-ci s'arrêtait devant eux. Il leur a fallu plusieurs minutes pour se ressaisir, s'échangeant des regards comme pour dire « Vous avez vu ça vous aussi ?» Finalement, le plus gradé d'entre eux s'est avancé et a commencé à poser les questions habituelles au conducteur. Il y avait un peu de tremblement dans sa voix en lui demandant de sortir de la voiture. Mon père et son équipe ont alors inspecté tout le véhicule, y compris le coffre, mais n'ont rien trouvé.
Le conducteur était un sergent-chef de l'armée, un homme bien habillé qui rentrait chez lui après un événement organisé par son unité. Il a admis avoir bu quelques bières, expliquant qu'il avait dormi dans son dortoir pour cuver avant de prendre la route. Il était alors 4 heures du matin. Il a réussi le test de sobriété et les officiers ont commencé à lui demander s'il avait vu quelque chose d'étrange sur le chemin. Il a d'abord répondu non, mais après insistance, il a fini par dire qu'il avait dû faire un écart pour éviter ce qui ressemblait à un oiseau volant à l'envers. Cela l'avait surpris, mais il n'avait pas jugé utile de le mentionner aux policiers. L'officier le plus expérimenté lui a alors conseillé de s'arrêter dans un café ouvert 24 heures sur 24 avant de rentrer chez lui. Les habitants croient que si un esprit malveillant vous suit, faire une pause l'empêche de s'attacher à votre maison. Au début, le sergent-chef n'a pas compris, mais après quelques explications, il a fini par hocher la tête et accepter. Après son départ, les policiers ont contacté le poste et écourté leur patrouille nocturne. Ils ne savent pas ce qui est arrivé au conducteur, mais espèrent qu'il va bien. Une nuit où j'étais de service à la brigade criminelle, j'ai reçu un appel du commissariat. On m'informe qu'un vieil homme a appelé le 911 affirmant que sa femme était morte et que c'était de sa faute. L'opérateur lui a demandé s'il y avait quelqu'un d'autre chez lui. Il répond oui, mais quand on lui demande qui, il répond simplement personne. J'arrive sur place et sa femme est allongée sur le canapé, morte, avec un traumatisme crânien visible. Rien de spectaculaire, mais assez clair. Ma première action dans toute scène de crime est de fouiller chaque pièce pour éviter toute contamination et vérifier qu'il n'y a personne d'autre à l'intérieur. Les adjoints sont dans le garage avec le mari, très poli et coopératif. Tout semble normal dans la maison. Je me tiens dans la cuisine avec le lieutenant, discutant du cas. La disposition des lieux fait que l'entrée est juste à droite, séparée par un petit mur, et le salon est directement devant l'entrée, à environ 5 mètres de la porte. Alors que nous parlons tranquillement, nous entendons soudainement la porte d'entrée grincer et s'ouvrir. Je suis furieux, pensant qu'un adjoint distrait vient d'ouvrir la scène du crime ou qu'une personne non autorisée entre. Je tourne rapidement dans le coin pour voir la porte entrouverte d'environ 30 cm, mais personne autour. Je me dis que quelqu'un a ouvert puis s'est éloigné. Sauf que il y avait une véranda grillagée fermée à clé depuis l'intérieur, empêchant quiconque d'accéder directement à la porte d'entrée. Impossible que quelqu'un soit entré. Le lieutenant et moi sommes déconcertés et supposons que peut-être la porte n'était pas bien fermée. Mais en testant la porte, je me rends compte que c'est une porte en acier ultra lourde. Impossible que le vent ait pu l'ouvrir. Et pire encore, la porte s'alignait parfaitement avec le corps de la femme. Nous étions instantanément mal à l'aise. Il n'y avait aucune explication rationnelle. Je vais dans le garage interroger le mari. Finalement, l'histoire se vérifie totalement avec les preuves. Sa femme a glissé en sortant de la douche, s'est cogné la tête, mais a refusé d'aller à l'hôpital, préférant aller dormir. Il se sentait responsable de ne pas l'avoir forcé à consulter. C'était un homme lucide et cohérent, entre 75 et 80 ans, parlant clairement de sa vie militaire et de son passé. Puis, avant de terminer l'entretien, je lui demande de clarifier un point. Sur l'appel au 911, il avait affirmé qu'il n'était pas seul. Il rit, disant que je vais le prendre pour un fou, mais après 1 heure de conversation, je le savais parfaitement sain d'esprit. Il me confie alors qu'il y a de petites créatures qui vivent dans sa maison. Je reste sceptique, évidemment. Puis il ajoute qu'il ne les a jamais vues, mais qu'elles sont farceuses. Elles font des choses comme tirer la chasse d'eau, déplacer des objets, ouvrir les portes. À ce moment-là, mes yeux ont dû s'écarquiller. Il me demande alors si j'ai vécu quelque chose d'étrange à l'intérieur. Je hoche la tête. Il me remercie vivement, soulagé que quelqu'un ait enfin vécu ce qu'il ressentait. Il sait maintenant qu'il n'est pas en train de perdre la tête. Je n'ai pas traîné dans cette maison. Finalement, la mort a été déclarée accidentelle. Et ma seule explication possible, c'est que les petites créatures ont ouvert la porte pour que l'esprit de la défunte puisse partir. Alors j'ai fichu le camp de cette maison hantée.
On a été appelé pour une intervention dans une résidence isolée dans le Wyoming. Il était environ 23 heures et la famille nous signalait une activité suspecte. À notre arrivée, ils nous expliquent qu'ils entendent des cris extrêmement étranges provenant d'un ruisseau situé à environ 300 mètres. Et à peine une minute après être resté avec eux sur le porche, je l'entends moi-même. Il est très difficile de décrire ce son. Ça ressemblait au cri d'une femme en détresse absolue, mais plus aigu, et chaque hurlement durait entre 10 et 15 secondes. Il ne semblait pas articuler des mots, juste un cri de pure terreur. Il se répétait encore. Nous annonçons à la famille que nous allons examiner la zone. Il fait beau, alors on marche vers le ruisseau. De nouveaux cris retentissent plus fort à mesure que nous approchons. À ce stade, on commence vraiment à flipper. Soit quelqu'un se fait attaquer, soit c'est un animal sauvage. On arrive près du lit du ruisseau et rien ne se passe pendant 5 minutes. On cherche partout, on crie pour attirer l'attention, mais personne ne répond. Puis le même cri retentit derrière nous, exactement là où nous étions quelques minutes auparavant. On fait demi-tour à mi-chemin vers la maison et le cri explose soudainement à côté de nous, plus fort que jamais. On balaye frénétiquement la zone avec nos lampes torches, rien. Aucun reflet d'yeux, pas de mouvement dans les buissons, aucun bruit de pas, juste un silence total. On retourne vers le ruisseau et le hurlement retentit à nouveau, cette fois-ci encore plus long. Là, on se presse pour dégager, silence total jusqu'au dernier instant. À ce moment-là, nous étions tous les deux terrifiés. On a dit à la famille de nous appeler immédiatement si ça recommence. Ils ne rappelleront jamais, et nous, on s'est barré de là. Je n'ai jamais su ce que c'était. Je suis un passionné de nature, et je sais qu'aucun animal ne pousse un cri pareil, surtout sans laisser de traces et en se déplaçant furtivement. Autre détail troublant, tout était silencieux pendant les cris. Normalement, on était dans le Wyoming, il y a toujours du bruit ambiant, des grenouilles, des criquets, des hiboux, des coyotes, mais là rien, absolument rien. Puis alors que nous quittions les lieux et que les cris s'étaient arrêtés, une grenouille a commencé à coasser. Rien que d'y repenser, j'en ai encore des frissons. Mon grand-père était officier de police à l'époque. Il a travaillé sur des affaires de meurtre et a fait du travail de détective plus tard dans sa carrière. Mais cette nuit-là, il répondait à un appel concernant des coups de feu supposés dans une vieille maison abandonnée. Mon grand-père raconte l'histoire ainsi. Lui et son partenaire étaient les plus proches de la maison, parmi tous ceux qui ont reçu l'appel du dispatch. Donc, ils sont arrivés en premier. En arrivant sur les lieux, ils ont vu la porte du jardin forcée, alors ils ont suivi la piste. Comme l'appel concernait des coups de feu, ils avaient leurs armes dégainées. En s'approchant de la maison, un homme non armé tentait d'y entrer, mais la porte était verrouillée. L'homme a fui et le partenaire de mon grand-père est parti à sa poursuite. Mon grand-père regarde alors à travers la fenêtre de la maison, pensant que cet homme cherchait peut-être quelqu'un à l'intérieur. En regardant à l'intérieur, il aperçoit vaguement quelqu'un debout, le fixant directement. Il brandit son arme et dit « Police, ne bougez pas !» Simultanément, l'homme à l'intérieur semble lever lui aussi son arme. Il n'avait jamais eu quelqu'un qui braque une arme sur lui et il a commencé à se dire « Et si je ne tire pas avant lui ?» L'adrénaline montait. Alors il ordonne « Posez votre arme ou je serai obligé de tirer !» L'homme reste immobile, ridiculement immobile. Mon grand-père se met à couvert sur le côté droit de la fenêtre et appelle son partenaire qui a perdu de vue l'homme en fuite. Avant son retour, il jette un coup d'œil à nouveau, pensant que le suspect à l'intérieur a peut-être bougé. Mais non, l'homme est toujours là, toujours flou et sombre, toujours en train de pointer son arme. Le silence est interminable. Mon grand-père crie encore. « Posez votre arme et couchez-vous au sol !» L'adrénaline bouillonne. À ce moment-là, mon grand-père commence à se demander si c'est un fantôme, tellement la silhouette reste figée. Puis il remarque un détail. L'homme porte un badge. Ça lui a foutu la trouille. Il s'est dit, mon partenaire était-il entré et jouait avec moi, ou quelqu'un imitait un officier? Une dernière fois, il ordonne. Posez votre arme et couchez-vous. Et il fait un mouvement avec son pistolet. L'homme fait le même mouvement avec son arme. Et là, mon grand-père comprend enfin. C'était un foutu miroir. Il était en train de s'exciter contre son propre reflet. C'est ainsi que mon grand-père a failli s'effrayer à mort à cause de son propre reflet.
Policier depuis 15 ans, dans une zone gangrénée par les gangs, j'ai déjà raconté cette histoire plusieurs fois. C'était une nuit tardive de service de nuit. On reçoit un appel d'une vieille dame qui dit voir quelqu'un dans son jardin. Le dispatcher nous informe qu'elle a appelé au moins 8 fois cette semaine et que nous n'avons jamais rien trouvé. Je pars en pensant que c'est juste une vieille femme un peu folle et seule qui appelle pour parler à quelqu'un. Mon équipier et moi arrivons chez elle et elle nous affirme que l'homme est toujours dans son jardin. Je sors sur la terrasse glissante et commence à inspecter le magnifique jardin bien rempli avec des érables japonais, des buissons et un petit étang. Le sol est recouvert de pierres plates. C'est un endroit très agréable. Puis alors que je marche, éclairant avec ma lampe pour rassurer la vieille dame, quelque chose me frappe. Une sensation étrange, une peur inexpliquée. J'ai ressenti cette peur dans des situations dangereuses, mais là, il n'y avait aucune raison apparente. Je dirige ma lampe vers le haut de la clôture et je vois un homme en suite noire à capuche et pantalon noir, capuche baissée, tête inclinée. Son visage est invisible. Il est perché sur la clôture, accroupi comme un oiseau. Il est juste assis là, sans peur, totalement immobile, pendant que 2 policiers fouillent le jardin. Je suis sous le choc. Personne ne réagit comme ça. Les gens courent ou se rendent immédiatement, personne ne reste juste assis comme ça. Avant que je puisse dire quoi que ce soit, il fait un saut en arrière parfait depuis la clôture et atterrit dans le jardin derrière lui. Je grimpe à la clôture et le vois courir à une vitesse anormalement rapide. On fait appel à un hélicoptère et plusieurs unités. On fouille tout le quartier, rien. La vieille dame a continué d'appeler pendant des mois. Personne n'a jamais rien trouvé. Une fois, elle a même affirmé qu'il était dans son jardin habillé en clown, jouant aux cartes. Vraiment flippant. Puis elle a arrêté d'appeler. Qui sait ce qui s'est vraiment passé? Et voici une autre expérience à l'époque. J'étais dans l'unité anti-gang. J'avais un coéquipier en voiture, il conduisait. Il était environ 3 heures du matin. Devant nous, une voiture est arrêtée sur le bas-côté. Un homme et une femme d'environ 30 ans sont dehors, fixant le ciel. C'était une route de campagne en périphérie de la ville. Nous regardons dans la direction où ils regardent et nous voyons 6 lumières très brillantes formant un rectangle dans le ciel. Elles se déplacent de haut en bas, de gauche à droite, en parfaite synchronisation. Mon partenaire dit « Ça doit être des drones ». On descend de la voiture, les gens sont totalement sous le choc et nous demandent « Vous voyez ça aussi ?» On regarde pendant 10 secondes, puis certaines lumières s'éteignent, mais les autres continuent de bouger parfaitement. J'éclaire avec ma lampe torche et elles disparaissent immédiatement, comme si elles n'avaient jamais été là. Personne ne peut être aussi rapide. On reprend la voiture, on avance pour voir ce qu'il y a plus loin. En regardant sur le côté dans le ciel noir, je vois une structure noire en forme de poire. Elle se fondait parfaitement avec la nuit, presque impossible à voir. Elle a été partiellement illuminée par nos phares, je l'ai vue. Mon partenaire non. Je lui ai dit de s'arrêter et de regarder, il l'a fait, mais elle avait disparu. Il pensait que j'étais fou, mais je sais ce que j'ai vu. On a cherché aux alentours, rien. Je pilote des drones, je les connais très bien. J'ai même formé le département sur leurs capacités. Nous avons maintenant un programme dédié, mais ce que nous avons vu n'était pas des drones. Trop lumineux, aucun bruit. À l'époque, la technologie des drones n'était pas aussi avancée. De plus, ces champs étaient une ferme laitière. Personne aux alentours. Quelques années plus tard, j'étais dans mon jardin avec ma fille de 3 ans. Chaque soir avant le coucher, on regardait les étoiles. C'était une routine. Elle me pointe une étoile et me demande ce que c'est. Elle était proche de l'horizon, extrêmement brillante. Nous la fixons et tout à coup, elle accélère à une vitesse folle et disparaît derrière l'horizon. Ma fille et moi étions sans voix. Je crois fermement qu'il existe une vie extraterrestre et que nous avons été visités. J'en ai vécu des expériences étranges, des sensations inexplicables, des moments où la logique semblait suspendue. Mais je vais vous raconter celle dont je suis absolument certain, celle que j'ai vue de mes propres yeux et qui reste gravée dans ma mémoire comme une cicatrice invisible. C'était en plein été, dans les dortoirs de mon université, pendant la période des examens, juste avant les vacances. Une période intense, épuisante, où nos rythmes de vie étaient complètement bouleversés. En tant qu'étudiant en médecine, on ne dormait jamais 8 heures d'affilée. On vivait en tranches de sommeil, entre 2 révisions, 2 crises de stress, 2 cafés avalés à la hâte. Ce soir-là, ou plutôt cette nuit-là, j'avais décidé de faire une sieste vers 2 heures du matin. Ma chambre se trouvait au 2e étage du bâtiment. On avait le droit d'y installer ces gros climatiseurs de pièces qu'on plaçait généralement près de la porte.
En face, une grande fenêtre permettait une ventilation croisée, ce qui rendait les nuits d'été un peu plus supportables. Ce soir-là, la chaleur était étouffante. Mon ami, fidèle à sa réputation de paresseux, s'était déjà endormi devant le climatiseur, là où l'air froid était le plus direct. J'ai donc décidé de m'allonger juste à côté de lui, histoire de profiter moi aussi de cette fraîcheur bienvenue. On ne coupait jamais la lumière dans la chambre, c'était une règle tacite entre nous. Si on l'éteignait, on risquait de dormir trop longtemps, parfois jusqu'à midi, et de rater nos révisions ou nos examens. C'est aussi pour cette raison que je me souviens si clairement de tout ce qui s'est passé cette nuit-là. La lumière était tamisée, mais suffisante pour distinguer les formes, les ombres, les mouvements. Le lit était placé entre la fenêtre et le climatiseur. Mon ami et moi dormions côte à côte, nos lits rapprochés au centre de la pièce pour que le ventilateur couvre les deux. J'étais profondément endormi, tourné vers le climatiseur, quand j'ai commencé à sentir une étrange sensation sur mon dos, comme si un tissu bougeait, frottait doucement contre ma peau. Au début, j'ai pensé que c'était les rideaux de la fenêtre, agités par le vent. Le temps avait commencé à changer. Dehors, le tonnerre grondait et le vent soufflait fort, typique de Pindi et Islamabad, où les étés peuvent être aussi imprévisibles que violents. La pièce devenait fraîche, presque agréable, mais cette sensation de tissu qui bougeait sans cesse sur mon dos devenait agaçante. Elle ne s'arrêtait pas. Elle semblait insister, comme si quelque chose voulait attirer mon attention. J'étais épuisé, mais cette gêne m'a poussé à me tourner légèrement et à ouvrir les yeux, juste assez pour que la lumière me permette de voir ce qui me dérangeait. Et là, je l'ai vu. Quelque chose se tenait debout juste à côté de moi. Une silhouette humaine, mais étrange. Je me souviens de chaque détail, chaque contour. Elle était entièrement vêtue de blanc, de la tête aux pieds, mais ce qui m'a glacé le sang, c'est qu'elle n'avait pas de cou. J'avais lu quelque part que les djinns n'ont pas de cou, et ce que je voyais correspondait exactement à cette description. La créature tendait une main vers moi, lentement comme si elle voulait me toucher, me saisir. Je me suis figé, les rideaux ne bougeaient pas assez pour atteindre mon dos, et le vent n'était pas suffisamment fort pour les amener jusqu'à moi. Ce n'était pas le vent, ce n'était pas les rideaux, c'était autre chose. Dehors, il y avait toujours des éclairs, et la pluie avait commencé à tomber, tambourinant contre les vitres. J'étais trop fatigué, trop engourdi pour réagir, mais la peur m'a envahi d'un coup. Je me suis simplement retourné vers le climatiseur, j'ai serré mon ami contre moi, les yeux fermés. Dans mon cœur, j'ai commencé à réciter l'Ayat al-Kursi encore et encore, comme une incantation protectrice. Je ne sais pas combien de fois je l'ai répété, mais à un moment, je me suis rendormi, épuisé par la peur et la fatigue. Le lendemain matin, tout semblait normal. Mon ami n'avait rien vu, rien ressenti, mais moi je savais que ce que j'avais vu n'était pas un rêve, ce n'était pas une hallucination, c'était réel, et croyez-moi, je suis reconnaissant de ne pas avoir eu d'autres expériences directes depuis, et je n'en veux surtout pas d'autres. Ce souvenir me suffit amplement. Il me rappelle que certaines choses dépassent notre compréhension et qu'il vaut mieux ne pas trop chercher à les comprendre. Mon unité dans l'armée américaine a été déployée en Irak en avril 2006. Nous étions à Ramadi, à environ 123 km de Bagdad. J'étais dans un MV, camion militaire, en route vers Bagdad pour un congé d'urgence à cause d'un décès dans ma famille. Il était presque minuit. Le MV dans lequel je me trouvais comptait 3 autres soldats et un tireur en tourelle. Les 2 autres véhicules avaient la même configuration, 5 personnes chacun, un véhicule devant nous, un derrière. Étant en congé, je n'étais pas armé. Le MV de tête s'est arrêté brusquement. Nous avons tous pensé qu'il s'agissait peut-être d'un engin explosif improvisé ou d'un véhicule piégé. Le chef d'équipe dans notre MV a contacté le véhicule de tête par radio. La conversation ressemblait à ceci. « Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi vous vous êtes arrêté ?» Quelque chose a volé devant le MV. « Quoi? Nous n'avons rien vu. » Puis le 3e MV est intervenu. « Est-ce que quelqu'un entend cet hélico? » « Oui, mais je ne le vois pas, et les autres véhicules non plus. » Juste à ce moment-là, dans le désert, hors de la route, une silhouette noire est apparue. Elle ressemblait à un énorme oiseau, mais semblait émettre une fumée noire verdâtre, avec une légère teinte bleutée. Nous avons tous fixé nos regards. Les 2 soldats équipés de meilleures lunettes de vision nocturne pouvaient distinguer quelque chose, mais la fumée brouillait la vue. En 1 ou 2 secondes, une pierre a été lancée sur l'un des véhicules, une grosse pierre, de la taille d'une tête. Nous sommes tous restés figés.
À cause des règles d'engagement, nous ne pouvions pas ouvrir le feu sans certitude. Nous avons utilisé un projecteur et dans cette lumière, quelque chose s'est envolé droit vers le ciel. C'était bruyant et nous avons entendu un cri strident. En moins d'une minute, tout était terminé. Nous sommes restés là, choqués, paniqués. Une fois arrivés à Bagdad, nous avons récupéré un traducteur pour l'équipe de Marines qui nous accompagnait. Il a dit « On dirait que vous avez rencontré un djinn ailé. » Un chef d'équipe a répondu « Un quoi ? Un djinn ailé ?» Nous étions tous sans voix. Nous avons choisi de ne pas en parler à notre commandement. À l'époque, ce genre de récit était vite classé comme fatigue de combat et ça pouvait ruiner une carrière. Ça fait maintenant 13 ans que c'est arrivé. J'ai rencontré mon mari en 2015. Lui aussi avait été déployé à Ramadi, dans une unité sœur de la mienne. Il avait emprunté ce même tronçon de route pendant son congé de mi-déploiement. Il m'a raconté une histoire similaire, suffisamment proche de la mienne pour me clouer sur place. La différence, c'est qu'ils ne se sont pas arrêtés, ils ont juste accéléré et filé droit. À l'époque, la zone était extrêmement dangereuse. Même un poste de secours tenu par des soldats avait été attaqué et complètement détruit. J'étais médecin militaire, donc la mort faisait partie de mon quotidien, mais je n'arrive toujours pas à comprendre ce que nous avons vu cette nuit-là. J'ai grandi au Qatar, j'y ai passé toute mon enfance. Cette histoire concerne des garçons plus âgés de mon école et elle a été un peu étouffée par peur du scandale. Du coup, on n'en a pas beaucoup parlé, mais je connais un peu ces garçons. Ainsi, dans le cadre d'un rituel de passage, les adolescents sont tenus de passer quelques nuits dans une mosquée avec un imam, où ils passent leur journée et leur nuit à apprendre des leçons religieuses et à lire le Coran. Il s'agit en quelque sorte d'un dernier enseignement avant que les garçons ne soient placés sur le chemin de l'âge adulte. Je me trompe peut-être un peu sur les détails, mais c'est ce que j'ai compris. Ces garçons étaient assez espiègles et considéraient la retraite religieuse comme un camp de jeunes garçons. Fumer, veiller tard, rire, tout simplement faire des bêtises. C'est là que ça devient intéressant. L'imam avait donné 2 instructions précises aux garçons. Près de la mosquée se trouvait une vieille maison qui semblait fermée à clé et abandonnée. L'imam leur a demandé d'éviter tout dommage ou acte de vandalisme à proximité. Au moment du coucher, éviter de dormir dans le chemin de l'entrée de la mosquée. Les garçons, intrigués par la première indication, étaient naturellement enclins à explorer la structure qui ressemblait à une maison. Ils prévoyaient donc d'aller voir une nuit après que l'imam se soit endormi. Ils parvinrent à trouver un moyen d'y pénétrer. Ils demandèrent à l'un des gars de monter la garde près du portail pendant que les 3 autres entraient. C'était un peu flippant, mais rien d'extraordinaire. Ils se taquinèrent pour aller toujours plus loin, explorer les pièces inquiétantes, y aller seuls, etc. Au bout d'un moment, ils se rendirent compte qu'un de leurs amis avait disparu. Ils l'appelèrent alors pour lui dire qu'il était temps de partir. Aucune réponse. Ils s'agitèrent, pensant qu'il se moquait d'eux. Ils menacèrent de le laisser. Aucune réponse. Maintenant, ils étaient inquiets, l'appelant un grand cri, devenant presque effrayés. Le gars à la porte les rejoignit à l'intérieur en les entendant crier. Ils s'affolèrent. Ils se déplaçaient tous en groupe pour éviter que quiconque ne soit seul à la recherche de leur ami. Puis ils le trouvèrent. Il était figé, fixant ce qui semblait être des yeux rouges flottants. Eux aussi voient ses yeux et se mettent à crier. Effrayés, ils attrapent leur ami, se précipitent hors de la maison et retournent directement à la mosquée. Tous bouleversés par ce qu'ils viennent de voir, ils tentent de consoler leur ami, visiblement plus perturbé encore. Ils envisagent de réveiller l'imam pour lui raconter ce qui s'est passé, mais ils renoncent. Finalement, épuisés, ils s'endorment tous les uns à côté des autres. Maintenant, ça devient vraiment dingue. Plus tard dans la nuit, l'un des amis est tiré brusquement de son sommeil parce qu'il lui semble être une gifle. Sous le choc, il se réveille en sursaut et réalise qu'il n'est pas réveillé à l'endroit où il dormait. Tous les autres ont été projetés dans différents coins de la mosquée. Il réveille tout le monde en pleurant de peur, prétextant une gifle. Il réalise alors qu'ils sont à des endroits différents de celui où ils étaient endormis. C'est là qu'il décide d'en parler à l'imam. Apparemment, ils avaient dérangé un djinn qui vivait dans la maison. Ils l'avaient encore plus agacé en dormant tous ensemble à l'entrée de la mosquée, lui barrant le passage. Il paraît que les djinns prient également dans les mosquées à des heures différentes de celles des humains. Il décida alors de les déplacer tous et en gifla peut-être un pour le réveiller afin de lui faire comprendre son erreur.
Ils furent traumatisés. L'imam leur lut des versets jusqu'au matin, déçus qu'ils n'aient pas écouté ses instructions. Je me souviens qu'ils sont revenus à l'école et qu'ils étaient particulièrement distants, créant beaucoup moins de chahuts que d'habitude pendant quelques jours après toute cette épreuve. Ceci est une histoire vraie, racontée par un ami il y a environ 5 ans. Voici son récit reformulé. Je suis à Marine et à l'époque où cela s'est produit, il me restait 2 jours avant la fin de ma mission. Les renseignements nous avaient informé qu'un groupe d'insurgés se cachait dans une série de grottes à Hadar. Nous nous sommes divisés en groupes de 3 pour fouiller 2 cavernes profondes. Chaque tournant nous plongeait dans une angoisse et une terreur indescriptibles, craignant qu'à tout moment l'un de nous marche sur un engin explosif improvisé et soit pulvérisé ou enseveli à jamais sous les décombres. Une fois arrivé à environ 200 mètres, notre chef d'équipe a reçu un appel sur son talkie-walkie. Un homme et une femme armés de fusils avaient été appréhendés. Il s'est avéré qu'ils n'étaient pas les insurgés que nous cherchions. On les avait trouvés au fond de la grotte, assis autour d'un petit feu, avec des armes et une vieille tablette en pierre cunéiforme. Ils ont été arrêtés et envoyés à la base dans un véhicule blindé, tandis que je gardais la tablette avec moi. Juste avant de quitter la grotte, nos cœurs ont failli s'arrêter lorsqu'un cri glaçant a retenti depuis les profondeurs. Ça ressemblait à un cri animal et nous n'avons pas voulu aller plus loin. Le recto de la tablette comportait une transcription que je n'arrivais pas à déchiffrer. Le verso était un dessin, une tête de serpent avec des cornes, des yeux reptiliens et une langue fourchue. Malgré son ancienneté et son usure, le dessin était réellement inquiétant. Je l'ai gardé comme souvenir. Avant que le couple ne soit embarqué dans le camion, la femme m'a regardé et m'a dit « Tu ferais bien de la laisser derrière toi ». Les nuits suivantes, j'ai été assailli par des cauchemars horribles où je tuais brutalement ma femme et ma fille. En me réveillant, j'entendais une voix me maudissant en enfer. J'ai mis ça sur le compte du stress, bien que curieusement, mon odorat était devenu anormalement puissant. Les rêves ont continué après mon retour à la maison. J'ai montré la tablette à ma femme, qui l'a gardée comme souvenir. Elle l'a placée sur une petite étagère au mur. 2 jours à peine après mon retour, je me réveillais en pleine nuit à cause de ces cauchemars, pour découvrir que ma femme n'était plus au lit. Je la retrouvais errant dans la maison, désorientée, murmurant pour elle-même, comme une somnambule. Cela a duré 2 semaines, jusqu'à ce qu'une nuit, tout bascule. Ce soir-là, en sortant de la douche, je suis entré dans la chambre et j'ai vu ma femme assise au bord du lit, fixant la tablette accrochée au mur dans un état de transe. Je lui ai parlé plusieurs fois sans obtenir de réponse. Elle regardait simplement. J'ai observé ses yeux et ils étaient bel et bien rivés sur la tablette. J'ai doucement saisi son menton et tourné son visage vers moi. Je n'aurais pas dû faire ça. Elle a plongé son regard dans le mien, ses pupilles dilatées, au point de rendre ses iris entièrement noirs. Elle serrait les dents dans une grimace démoniaque et furieuse. Je n'avais jamais vu une telle haine, puis quelque chose de magique et de maléfique s'est produit. Elle s'est mise à chuchoter, balbutiant dans une autre langue. À ce moment-là, sa voix avait l'intonation d'un homme. Le regard fixe de ma femme m'a glacé le sang et hérissé tous les poils de mon corps. Je me sentais vulnérable et je savais instinctivement qu'une force maléfique nous avait envahis. Elle semblait vouloir me faire du mal, c'était palpable. Je n'ai rien trouvé d'autre à faire que de lui prendre la main, fermer les yeux et prier le chapelet encore et encore. Ses paumes étaient glacées et si crispées que je n'aurais pas pu les ouvrir même avec une pince. Après quelques secondes, je l'ai enfin entendu prononcer mon nom avec cette douce voix féminine que je connaissais depuis tant d'années. « Que s'est-il passé ?» me demanda-t-elle. « Oh chérie, ça va? Dis-moi ce qui ne va pas. » Elle a répondu. « Je ne sais pas. Je suis sortie du bain et je suis venue ici, mais je ne me souviens de rien entre ce moment-là et ton arrivée. » Est-ce que je parlais? Non chérie, tu faisais que regarder. S'il te plaît, débarrasse-toi de cette tablette. Pourquoi chérie? Ai-je demandé. Sa réponse m'a glacé le sang. Parce que depuis que tu l'as ramenée à la maison, j'ai l'impression que je veux te tuer, toi et notre enfant. Il y a quelque chose de maléfique dans notre maison. Je l'ai immédiatement prise et jetée à la poubelle. Le lendemain, je l'ai jetée dans la rivière. Depuis ce jour, tout est redevenu normal. Je ne sais pas exactement ce qui lui est arrivé cette nuit-là, mais elle a affirmé plus tard avoir vu des ombres se déplacer dans la maison, de jour comme de nuit.
Un jour, elle a affirmé avoir vu une masse noire flottante au centre du salon. Et elle a dit, je pouvais sentir qu'elle m'observait. Et pire encore, je sentais qu'elle me haïssait. Je pense que quelque chose était en elle cette nuit-là. Et je crois que si j'avais gardé cette tablette, elle aurait peut-être suivi l'un de ses instincts. Chaque fois qu'un djinn prend l'apparence d'un autre être, il y a toujours quelque chose qui cloche. Un pied tordu, à l'envers, une main avec un doigt en trop, un visage qui semble familier, mais pas tout à fait juste. Il y a toujours une imperfection, toujours quelque chose qui ne devrait pas être là. Je n'aurais jamais cru vivre cela moi-même. Je pensais que ce n'était que du folklore inventé, des histoires qu'on se racontait pour se faire peur, jusqu'à ce que cela m'arrive. Et croyez-moi, ce qui m'est arrivé cette nuit-là n'était pas seulement terrifiant, c'était profondément traumatisant. Il était tard et j'étais allongé dans mon lit à faire défiler mon téléphone, essayant de m'endormir. Ma chambre est au rez-de-chaussée d'une maison à 3 étages, donnant sur la cour avant. La nuit était fraîche et calme, presque trop calme. Je ne pensais à rien de particulier, juste à m'endormir, puis je l'ai entendu. Au début, j'ai cru que c'était un chat, un miaulement. Je n'y ai pas prêté attention. C'est un son que j'ai déjà entendu. Des chats errants qui se battent en chaleur ou qui s'accouplent, bruyant comme d'habitude. Mais là c'était différent, c'était étrange. Le miaulement n'était pas juste celui d'un chat en chaleur, il était brut, désespéré, un son qui vous glace le sang par son intensité. Il semblait venir juste de l'extérieur de ma fenêtre. Agacé, je me suis levé et je suis allé à la fenêtre pour voir ce qui se passait. J'étais fatigué, mais la curiosité était plus forte et j'ai jeté un œil dehors. Rien. La rue était vide, dans la lumière tamisée du lampadaire, il n'y avait pas de chat, aucun bruit. Frustré de ne pas trouver la source du bruit, je suis retourné dans mon lit. La maison était à nouveau calme. Après m'être tourné et retourné, j'ai repris mon téléphone, espérant retrouver le sommeil, mais le son est revenu, plus fort cette fois, plus proche. Je commençais à perdre patience. Sentant ma tension monter, j'ai grogné et suis retourné à la fenêtre. Fatigué, irrité, je n'étais pas d'humeur à gérer cet animal. Mais en regardant dehors, toujours rien. La cour était vide. La lumière du lampadaire projetait de longues ombres, donnant l'impression d'une silhouette sombre et élancée. C'était troublant, et je savais que ce n'était qu'un jeu de lumière, aucun chat en vue. Déterminé à trouver d'où venait le bruit pour être tranquille, je suis resté un peu plus longtemps à la fenêtre, attendant que le son revienne, mais rien, absolument rien. Je commençais à me sentir vraiment mal à l'aise. Je n'arrivais pas à me débarrasser de cette impression que quelque chose n'allait pas, et je me suis forcé à l'ignorer. J'ai éteint mon téléphone, me suis rallongé et fermé les yeux, espérant que le sommeil m'emporte. Et juste au moment où je pensais pouvoir enfin me reposer, je l'ai entendu, ce même miaulement. Mais cette fois, il était différent. On aurait dit que quelqu'un ou quelque chose faisait de son mieux pour imiter le cri d'un chat. Et pour aggraver ma peur, on aurait dit que ce bruit venait de l'intérieur même de ma chambre. Je me suis redressé d'un bond, j'essayais de comprendre comment ce que c'était pouvait être dans ma chambre. C'était impossible, et pourtant c'était là. Je me suis précipité dans un coin de la chambre et j'ai allumé l'interrupteur. J'ai remarqué quelque chose immédiatement. Dès que la lumière a inondé la pièce, le son s'est arrêté. Silence total. Même le vent et les grillons au loin semblaient s'être tus. Comme dans la nature, quand un prédateur rôde, tous les animaux se taisent. C'était exactement ça. Ce silence soudain était anormal, comme si quelque chose m'observait, quelque chose qui pouvait me voir, mais que je ne pouvais pas voir. Je suis resté paralysé, fixant la pièce vide. Rien. Pas de chat, pas de miaulement, juste un silence. J'ai commencé à me demander si je perdais la tête. J'ai laissé la lumière allumée toute la nuit. Terrifié, je suis resté là, à fixer les coins de ma chambre, tout en jetant des regards vers la fenêtre. 20 minutes sont peut-être passées, mais rien ne s'est produit. J'ai commencé à me convaincre que ce n'était rien, juste un tour de mon esprit à cause de l'heure tardive. J'ai gardé la lumière allumée et me suis recouché, sentant enfin la fatigue m'envahir. J'ai fermé les yeux, espérant m'endormir, et j'y suis parvenu, mais ce fut de courte durée. Je me suis retrouvé dans un cauchemar qui ressemblait à un souvenir déformé. Je courais dans ma rue, mais elle était étrange. Tout était distordu, les arbres penchaient à des angles bizarres, le ciel avait une couleur étrange. Je ne savais pas pourquoi je courais. En regardant derrière moi, je ne voyais rien, mais je sentais que quelque chose me poursuivait. Je pouvais ressentir sa présence, mais je n'osais pas me retourner. Poussé par la peur et la curiosité, je n'ai pas pu résister. J'ai jeté un coup d'œil par-dessus mon épaule en courant à toute vitesse.
et je l'ai vue. Une entité. Elle était énorme, plus sombre que tout ce que j'avais jamais vu. Sa forme changeait et ondulait comme des ombres dans la nuit. Elle était gigantesque. Ses yeux brillaient d'un rouge sombre et la terreur m'a envahi. J'ai couru aussi vite que possible, mais elle se rapprochait. Puis soudain tout est devenu noir. Les yeux s'ajustant à l'obscurité, j'ai cligné plusieurs fois avant de la voir, juste devant moi. Alors qu'elle se jetait sur moi, j'ai tenté de me protéger, couvrant mon visage avec mes bras, mais j'ai été brusquement ramené à la réalité. J'étais réveillé, l'alarme hurlant dans mes oreilles. La pièce était légèrement éclairée par la lumière de l'aube. Mais quelque chose n'allait pas. Je me suis assis encore imprégné de la terreur du rêve. Cette créature, cette entité, quoi que ce soit, elle semblait réelle. Et puis j'ai remarqué quelque chose. La lumière que j'avais laissée allumer la nuit précédente était maintenant éteinte. Mais ce qui m'a le plus troublé, c'était ma fenêtre. Elle était ouverte. Je l'avais verrouillée la veille, juste après l'épisode du miaulement dans ma chambre. J'en étais certain. Mais là, elle était entrouverte, comme si quelqu'un l'avait ouverte et refermée à la hâte. Je suis resté figé. Je ne pouvais pas l'expliquer. Je me précipitais vers la fenêtre pour la fermer et la verrouiller. Le reste de la journée s'est déroulé dans un brouillard. J'étais distrait au travail, incapable de me débarrasser des images du cauchemar. En rentrant chez moi après une journée épuisante, j'ai eu une surprise inattendue. En arrivant dans mon allée ce soir-là, je l'ai vu, un chat noir. Il a traversé la cour à toute vitesse, presque à une allure surnaturelle. Je me suis arrêté et suis sorti de la voiture, pensant aller voir. Je ne voulais pas être paranoïaque, mais quelque chose dans ce chat m'a fait faire le lien. Je me sentais vraiment mal à l'aise. J'ai regardé autour de moi et comme par magie, le chat avait disparu. Je suis rentré chez moi, toujours très troublé par toute cette situation. Alors j'ai essayé de me distraire avec des jeux vidéo. Je suis allé me coucher tôt ce soir-là, espérant trouver le repos que je n'avais pas eu la nuit précédente. Mais dès que je me suis senti sombrer dans le sommeil, je l'ai entendu à nouveau. Ce même bruit que la veille, ce maudit miaulement, lointain faible au début, mais après quelques minutes, il était plus fort, plus proche. Malgré le miaulement, j'ai réussi à m'endormir, acceptant que ce qui était dehors n'était qu'un chat. Pourtant, comme si c'était prévu, j'ai ressenti une terreur comme jamais auparavant. Je me suis réveillé en sursaut, clignant des yeux pour m'adapter à l'obscurité. En essayant de me lever, j'ai réalisé que je ne pouvais pas bouger, j'étais paralysé. Comprenant que j'étais en pleine paralysie du sommeil, j'ai commencé à réciter mentalement l'Ayat al-Kursi, une prière qui protège contre les entités malveillantes. En la récitant, j'ai lentement commencé à reprendre le contrôle de mon corps. J'ai réussi à tourner légèrement la tête vers la fenêtre, et il était là, le chat que j'avais vu dans mon allée en rentrant du travail. Il était assis sur le rebord de la fenêtre, qui était à nouveau légèrement entrouverte. Son miaulement était devenu un hurlement strident, mais quelque chose n'allait pas, vraiment pas. Ce n'était pas un chat ordinaire. Ses membres étaient pliés à des angles étranges, et quelque chose dans ses yeux n'était pas normal. En croisant le regard de cette créature, je suis resté figé de peur en la regardant se contorsionner et se transformer. J'ai vu ses pattes tordues et pliées en arrière. C'était comme si ses os avaient été réarrangés, se déformant d'une manière qu'aucun être vivant ne pourrait supporter. Je voulais appeler à l'aide, et je ne pouvais toujours pas bouger. Il s'est approché, ses membres tordus bougeant par à-coups. Il n'était qu'à quelques mètres quand il est retombé sur ses quatre pattes et a commencé à se transformer. Son corps s'est étiré, sa fourrure s'est dissipée dans l'obscurité. La forme féline avait disparu, remplacée par un vide, une masse d'énergie noire. Et puis je l'ai entendue. Elle murmurait dans un dialecte étrange. Les mots semblaient étrangers, mais en partie reconnaissables pour moi. Quelque chose entre l'ourdou et une langue que je n'avais jamais entendue auparavant. Mais peu importe, tout ce qui comptait pour moi, c'était de sortir de cette situation. À ce moment-là, j'avais terminé de réciter l'Ayat al-Kursi et je commençais à reprendre le contrôle de mes membres. Juste au moment où j'allais bouger, sans prévenir, la créature m'a regardé. Elle a poussé un hurlement atroce, puis a sauté par la fenêtre. J'étais abasourdi. Est-ce que cela m'était vraiment arrivé? Suis-je en sécurité maintenant? Ces questions m'ont hanté longtemps après cette rencontre avec cette entité. Je n'ai pas pu dormir cette nuit-là, ni la suivante. Ce chat étrange n'est jamais réapparu. J'ai compris qu'à cette période de ma vie, j'étais au plus bas. Et je m'adonnais souvent à des activités illicites, notamment fumer, boire, vivre dans un environnement négligé. Toutes ces choses attirent les djinns malveillants. Dans les jours qui ont suivi, les choses semblaient normales. La terreur de ce que j'ai vu et entendu ne m'a jamais vraiment quitté. Vers 2002-2003, je conduisais de Saratoga vers le centre-ville sur l'autoroute 280. Ce jour-là, il y avait une tempête. Le ciel était sombre, tout gris, et la pluie tombait beaucoup.
Il y a un endroit sur cette autoroute où on descend sous plusieurs ponts, puis on remonte sur une portion surélevée, sinueuse, avant qu'elle ne redevienne droite au-dessus de cette partie de la ville. Je faisais ce trajet tous les jours, du travail à l'université, et la route est généralement jolie grâce à toute la verdure. Je profitais de la pluie, j'étais passé sous les ponts et j'étais sur la portion sinueuse, quand j'ai vu 2 mains agripper la barrière en ciment sur le côté de la voie, et un animal a sauté par-dessus le garde-fou pour se couper, l'air franchement énervé par la pluie. Il avait un pelage couleur plomb, complètement trempé. Sa tête et le haut de son corps ressemblaient à un chimpanzé ou à un petit gorille. Ses épaules étaient relevées jusqu'à sa tête et ses mains étaient fermées en poing, les phalanges posées au sol. Ses pattes arrière ressemblaient à celles d'un gros lapin avec une queue ronde et des pieds allongés. Tout ça est arrivé pendant que je passais en voiture. J'ai essayé de regarder en arrière par la fenêtre et les rétroviseurs, mais la visibilité était mauvaise et la route devenait droite, donc impossible de revenir sur l'image. J'ai eu quelques expériences paranormales dans ma vie, mais je pense que c'était la première et celle que j'ai vue de mes propres yeux. Je ne sais pas ce que c'était. Je n'ai jamais entendu parler d'une créature comme ça, encore moins en plein centre Grosset. Mi-gorille, mi-lapin. C'est vraiment étrange. Elle faisait à peu près la taille d'un chimpanzé, peut-être un peu plus grande. J'ai fait un dessin de ce que j'ai vu en arrivant à destination. Les téléphones portables avec caméra n'existaient même pas à l'époque, mais je n'arrive pas à remettre la main dessus maintenant. Je continue de chercher. J'avais environ 6 ans. Mon frère et moi passions souvent du temps dans l'appartement d'un ami de la famille, pendant que celui-ci travaillait de longues heures. Mon frère plus âgé pouvait rester éveillé et regarder des films d'horreur avec notre ami, tandis que mon heure de coucher était 21h. Je me souviens d'une nuit en particulier. Dehors, une violente tempête faisait rage, et j'ai été envoyé dormir seul dans une chambre sombre. À travers le mur, j'entendais clairement le film d'horreur, et avec les coups de tonnerre, j'étais terrifié. J'avais mal à la poitrine, tant j'avais peur. Les éclairs projetaient des ombres sinistres sur les murs, et les cris du film rendaient les choses encore plus effrayantes. J'étais tellement apeuré que je me suis levé pour demander à mon frère de venir dormir à côté de moi jusqu'à ce que je m'endorme. Bien sûr, il a refusé. Je suis retourné seul dans la chambre, je me suis caché sous les couvertures, et j'ai failli pleurer de peur. Soudain, j'ai senti du mouvement de l'autre côté du lit, et le poids de quelque chose s'est glissé sous les couvertures. J'ai été soulagé, je me suis approché pour me blottir contre cette présence, mais à chaque fois que je m'en rapprochais, elle s'éloignait, ce qui m'a perturbé. J'ai levé la tête hors des draps, et j'ai vu quelqu'un de la même taille que mon frère sous la couverture. Je l'ai observé un moment, non par méfiance, mais simplement pour habituer mes yeux à l'obscurité. Après un long moment, il m'a dit, d'une voix très douce et bienveillante, d'aller dormir et que je ne pouvais pas m'approcher de lui. Sa voix ressemblait à celle de mon frère, mais en plus gentille et apaisante. J'ai répondu d'accord et je me suis recouché. Sa présence m'a profondément rassuré et sans autre souci, je me suis endormi paisiblement et heureux. Le lendemain matin, j'ai remercié mon frère d'être venu me réconforter au lieu de regarder le film. Il m'a regardé incrédule et m'a demandé de quoi je parlais. Troublé, je lui ai raconté la scène, pensant que c'était lui. Il s'est montré agacé, affirmant qu'il n'avait pas été au lit avant 2 heures plus tard. À l'époque, je n'ai pas trop cherché à comprendre. Mais avec les années, j'y ai repensé et j'ai fini par croire qu'il s'était produit quelque chose d'étrange, peut-être même paranormal. Quoi que ce fût, je suis éternellement reconnaissant pour sa compassion. J'aurais aimé qu'il réapparaisse pour me rassurer à nouveau dans d'autres moments de peur. Ça m'est arrivé à moi et à mon frère quand nous avions 15 ans. L'événement s'est produit en Irak, notre pays d'origine, avant que nous ne déménagions 2 ans plus tard. Ça s'est passé dans notre maison pendant une violente tempête qui a coupé l'électricité dans toute la rue. Nous déplacions nos affaires vers nos nouvelles chambres. La maison était grande et après la coupure de courant, nous avons utilisé des bougies. La pluie et le tonnerre étaient forts.
Moi et mon frère Ali avons commencé à déplacer nos affaires, chacun aidant l'autre. Je suis allé seul dans ma chambre, j'ai rangé mes affaires et j'attendais qu'Ali apporte le reste pendant que je travaillais. Et c'est là que ça a commencé. J'ai vu le sosie. Il avait exactement la même apparence que mon frère, mais il était pâle et avait un sourire moqueur sur le visage. Je l'ai regardé en pensant que c'était Ali. Je lui ai crié dessus avec colère, en lui demandant pourquoi il restait là, sans m'aider. Il me regardait juste, toujours avec ce sourire. Puis il a couru jusqu'à mon lit et a sauté dans l'espace vide entre le lit et le bureau. J'étais énervé, je pensais qu'il jouait à cache-cache. Je lui ai crié que ce n'était pas drôle. Je me suis approché pour lui taper sur la tête, mais je me suis figé. Il n'y avait personne, et l'espace n'était pas assez grand pour qu'il s'y cache sans que je le voie. J'ai regardé autour de ma chambre, effrayé. J'ai appelé Ali, sans réponse. J'ai couru jusque dans sa chambre. Je l'ai trouvé là, mais il avait l'air surpris de me voir. Il m'a dit qu'en déplaçant ses affaires, il m'avait vu debout en train de rire de lui, et que je m'étais caché dans son placard. Et quand il l'a ouvert, il n'y avait personne. J'étais choqué et terrifié en entendant ça. Je lui ai raconté ce que j'avais vu, et on a tous les deux eu peur. On a couru vers notre mère, et on lui a tout raconté. Elle nous a dit que c'était probablement des djinns, plus précisément des Carwin. Ce sont des djinns qui accompagnent les humains de leur naissance à leur mort. Ils sont connus pour causer des problèmes et des troubles, et apparemment, comme moi et Ali sommes des jumeaux, ils ont joué avec nous. J'ai 35 ans, je travaille comme préparateur de commandes dans un entrepôt à l'extérieur de la ville. Ce soir-là, c'était un jeudi. J'avais commencé tôt, mais à cause d'un problème de stock, on a fini plus tard que d'habitude. J'ai quitté le travail à 23h15. Il pleuvait déjà depuis plusieurs heures. Une grosse pluie, pas de petites gouttes, et la météo ne disait pas que ça allait s'arrêter. Je suis sorti, j'étais crevé. Je me suis couvert, mais ça servait presque à rien. Je suis allé jusqu'à ma voiture. Elle était couverte de gouttes, les vitres étaient embuées. J'ai essuyé le pare-brise avec la manche de ma veste. Il faisait froid aussi, mais c'était surtout l'humidité qui pesait. Une fois dedans, j'ai démarré, mis le chauffage, réglé les essuie-glaces à la vitesse max. La pluie frappait le toit et les vitres. On aurait dit qu'on roulait sous une cascade. J'ai mis un peu de musique, mais le bruit de l'eau couvrait presque tout. Mon trajet fait environ 40 minutes. Je passe par une nationale, puis une route de campagne. Je roulais doucement, pas plus de 60 km/h. On ne voyait pas loin avec toute cette eau sur le pare-brise. Il n'y avait presque personne. J'ai croisé 2 camions et une voiture, c'est tout. Les réverbères étaient rares. Par endroits, c'était complètement noir. J'ai traversé le petit rond-point avant la zone boisée. Là, il faut toujours faire attention aux virages. Je connaissais bien le chemin, mais ce soir, tout était différent. Les arbres bougeaient et la pluie tapait sans s'arrêter. En approchant d'un tournant, j'ai vu quelque chose sur le bas-côté, une forme sombre. J'ai ralenti, pensant à un animal ou peut-être une poubelle tombée. Mais en passant à côté, j'ai vu que c'était une personne. Elle était debout, seule sous la pluie, un manteau sombre, capuche sur la tête. Elle ne bougeait pas, elle ne faisait pas signe, juste là à regarder la route. Je n'ai pas reconnu le visage et continué de rouler, mais en regardant dans mon rétroviseur, rien, plus personne. Même si j'avais roulé lentement, elle aurait dû être encore visible. J'ai eu un frisson, je me suis dit que c'était sûrement rien, juste quelqu'un qui attendait une voiture, ou peut-être que mes yeux m'ont joué un tour avec la pluie. En quittant la zone boisée, il y avait une vieille barrière en bois sur la droite. Ce soir-là, elle était ouverte. Normalement, elle est toujours fermée. Derrière, c'est un champ abandonné. Je ne sais pas si c'est lié ou pas, mais ça m'a paru étrange. Je suis arrivé chez moi vers minuit. Le quartier était calme, tous les volets fermés. Je me suis garé devant ma porte, j'ai pris mon sac, j'ai couru jusqu'à l'entrée. Une fois dedans, j'ai soufflé, mais en allant dans le salon, j'ai vu que la caméra extérieure avait enregistré un mouvement. Je suis allé regarder, c'était à 23h58. Une silhouette est passée par le trottoir. Elle s'est arrêtée devant ma voiture. Elle ne faisait rien, juste immobile. Et puis elle est repartie. Je n'ai pas tout compris, je n'ai pas su qui c'était. J'ai regardé dehors, il n'y avait plus personne. Ce soir-là, j'ai mal dormi.
Ça m'est arrivé quand j'avais 18 ans. Moi et un collègue travaillions tard ce soir-là. On bossait dans un restaurant. Au cas où vous vous demandez, je viens de Nouvelle-Zélande. Bref, je faisais sortir les derniers clients avant la fermeture. Je les ai remerciés et j'ai verrouillé toutes les portes du restaurant pour qu'on puisse commencer à nettoyer. Il pleuvait très fort, un vrai temps de tempête, ce qui n'est pas rare en Nouvelle-Zélande, mais là, c'était intense. Ça nous mettait mal à l'aise parce que les lumières et l'électricité clignotaient sans arrêt. On était les deux derniers à finir le travail. Mon collègue, qui était aussi le responsable, avait dit à tout le monde de partir parce qu'il n'y avait plus grand-chose à faire. Il a juste demandé si quelqu'un pouvait rester et j'ai proposé. On rigolait et on discutait bien. Je dirais qu'on nettoyait depuis 1 heure quand on a entendu un gros bruit dans la zone d'accueil. Ça venait de la porte. Un gars a couru à l'intérieur en demandant s'il pouvait utiliser les toilettes. Il avait l'air désespéré, trempé jusqu'aux os, avec le visage triste, comme s'il avait pleuré. Alors on lui a dit oui, bien sûr. Je me suis dit que j'avais bien verrouillé la porte, peut-être que le vent l'avait ouverte. J'ai fermé la porte, mais je ne l'ai pas verrouillée pour que le type puisse sortir. On a décidé de faire une pause. On s'est installé pour manger. On discutait depuis 30 minutes, quand on a réalisé que le gars n'était toujours pas sorti des toilettes. Mon collègue est allé voir et m'a dit qu'il n'était pas dedans. Alors on s'est dit qu'il était sûrement reparti sans qu'on le voie. Je suis allé verrouiller la porte que j'avais laissée ouverte et quelques minutes plus tard, alors que je revenais m'asseoir pour finir de manger, la porte a explosé à nouveau et le même gars est entré en demandant exactement la même chose. Là, j'ai commencé à flipper. J'ai regardé mon collègue qui était encore plus effrayé que moi et il m'a fait signe de regarder les vitres teintées devant moi. Les lumières recommençaient à clignoter, ce qui rendait le signal pas évident à comprendre. J'ai regardé derrière moi, le gars était toujours là. Je me suis tourné vers la vitre et j'ai vu que le type n'avait pas de reflet. Mon cœur battait très vite. Je gardais les yeux sur mon collègue. On a dit au gars qu'il pouvait utiliser les toilettes. Mon collègue a un don. Il est un peu médium et il m'a dit que si ce type revenait une 3e fois, ce ne serait pas bon signe. Il m'a dit de tout laisser en plan et on a fermé le restaurant immédiatement. Rien n'est arrivé après ça, et c'était vraiment bizarre. C'est probablement l'expérience la plus intense que j'ai vécue. Plus tard, on a appris que le parc d'attractions en face du restaurant avait aussi des phénomènes étranges. Apparemment, des employés tombaient malades sans explication. Certains disent que c'est parce que le parc est construit sur un ancien cimetière. Aujourd'hui, j'ai 30 ans, et je m'en souviens comme si c'était hier. Je vis dans une maison avec mon mari et mes 2 filles, 10 et 6 ans. Nous avons emménagé il y a 1 an dans cette maison dans la campagne, pas très loin d'un petit village. On aime cet endroit parce que c'est calme et entouré d'arbres. Ce soir-là, il y avait une grosse tempête, le vent soufflait fort et la pluie tombait sans arrêt. Il était déjà tard, vers 23h30, et les filles étaient couchées, mon mari aussi dormait. Moi j'avais du mal à trouver le sommeil. Je me suis quand même allongée dans le lit pour essayer de dormir. Tout était sombre, sauf la lumière du réveil. La maison faisait des bruits qu'on ne connaissait pas trop, des craquements, des grincements. Je me disais que c'était juste les bois de la structure qui réagissaient à l'humidité. Vers 1h du matin, je me suis réveillée avec la bouche très sèche. J'avais besoin de boire un verre d'eau. Je suis sortie doucement du lit pour ne pas réveiller mon mari. Il dormait profondément. Je suis sortie de la chambre et je me suis dirigée vers le couloir en direction de la cuisine. Il faisait très noir, alors j'ai pris mon téléphone pour éclairer un peu. Je marchais lentement. Le bruit de la pluie était très fort. J'ai entendu des petits sons comme des pas légers, mais je me suis dit que c'était sûrement le plancher ou le vent. En arrivant dans la cuisine, j'ai posé mon téléphone sur la table et j'ai ouvert le placard pour prendre un verre. Je me suis servi de l'eau du robinet, j'ai bu lentement, et là j'ai entendu un bruit derrière moi, comme si quelqu'un avait marché sur le carrelage. J'ai regardé, mais il n'y avait personne. J'ai pris mon téléphone et j'ai tourné sur moi-même pour voir. Tout était calme. Puis j'ai entendu des pleurs légers, comme ceux d'un enfant. Ça ressemblait à la voix d'Emma. Je me suis dit qu'elle s'était peut-être réveillée, alors je suis retournée dans le couloir. Mais quand j'ai ouvert la porte de sa chambre, elle dormait, mon autre fille aussi. Je suis retournée dans le couloir. Il faisait toujours noir, mais cette fois, il faisait froid, très froid, comme si l'air avait changé. J'ai senti un courant d'air passer derrière moi.
Je me suis retournée encore une fois, rien. J'ai accéléré le pas pour aller dans la chambre. Avant d'entrer dans la chambre, j'ai vu que la porte de la salle de bain était ouverte. Normalement, elle reste fermée la nuit. Je l'ai poussée doucement. La lumière était allumée. Je suis sûre qu'elle ne l'était pas avant. Il n'y avait personne, mais le miroir était embué, comme si quelqu'un avait pris une douche, alors qu'il n'y avait aucun bruit d'eau. Je l'ai éteinte et refermée. En revenant vers la chambre, j'ai cru voir quelque chose dans l'escalier. Une ombre. Elle bougeait lentement. Je me suis figée, le téléphone tremblait dans ma main, mais quand j'ai cligné des yeux, l'ombre avait disparu. Je suis revenue dans la chambre, j'ai refermé la porte, je me suis couchée. Mon mari dormait comme si de rien n'était. Je suis restée éveillée un moment. La tempête continuait dehors, mais la maison était redevenue silencieuse. Je n'ai pas osé me lever à nouveau, je n'ai rien dit à mon mari ce soir-là. J'ai 17 ans. Je vis chez mes parents avec mon petit frère. Ma chambre est au premier étage. Elle donne sur le jardin. Ce soir-là, c'était un samedi. Il pleuvait fort. Et il y avait de l'orage depuis environ 22 heures. J'étais restée longtemps sur mon téléphone, puis je me suis endormie vers minuit. Vers 2 heures du matin, je me suis réveillée d'un coup. Je ne sais pas pourquoi. J'étais allongée sur le côté, et j'ai senti une sensation étrange, comme s'il y avait quelqu'un dans la pièce. Je me suis retournée, j'ai regardé autour de moi. Il faisait noir, sauf la lumière du chargeur et les éclairs dehors. Le bruit de la pluie était fort. Les éclairs illuminaient ma chambre de temps en temps. Je suis restée couchée 1 minute, un peu tendue. Mon cœur battait vite sans raison. Je me suis assise sur le lit. Je voulais me rassurer. Je me suis levée doucement. Il faisait froid dans la chambre. Je suis allée vers la fenêtre. J'ai écarté un peu les rideaux, juste pour voir dehors. J'ai regardé le jardin, rien d'anormal. Mais quand l'éclair a frappé, j'ai vu quelque chose dans l'angle du jardin, à côté du vieux cabanon, une silhouette. Elle était debout près de la clôture. Je ne sais pas si c'était une personne. Elle ne bougeait pas, elle ne faisait rien. J'ai cligné des yeux et j'ai regardé encore. Elle était toujours là. Je suis restée figée. Elle était trop grande pour être mon petit frère, trop immobile pour être quelqu'un qui attend, et il pleuvait trop fort pour que quelqu'un reste dehors comme ça. J'ai regardé pendant plusieurs minutes. La silhouette était là, presque collée à la clôture. Elle avait un genre de manteau ou juste une forme noire autour du corps. Le visage était flou, je ne pouvais pas le voir. Puis sans bruit, elle a tourné la tête vers ma fenêtre. Je n'ai pas entendu de pas, ni de mouvement, mais elle regardait dans ma direction. Je me suis éloignée du rideau d'un coup, et je suis retournée vers mon lit, effrayée. J'ai regardé l'heure, il était 2h14. J'ai pensé réveiller mes parents, mais j'avais peur qu'ils ne me croient pas. Je suis restée sous ma couette en regardant le plafond. Je n'osais pas retourner vers la fenêtre. Le lendemain matin, je me suis réveillée tôt. La pluie avait cessé. Je suis retournée voir par la fenêtre. Il n'y avait rien dans le jardin. Je n'ai pas raconté ce qui s'était passé à mes parents, mais depuis ce jour, je garde le rideau fermé la nuit, et quand il pleut fort, je n'arrive plus à bien dormir.